225 deniers d'argent. Tel était le prix d'une vie humaine au 1er siècle de notre ère. Cette quantité d'argent suffisait à acheter une petite parcelle de terre en Italie ou à boire pendant des années le meilleur vin de Falerne dans les tavernes de Rome. Mais voici le paradoxe qui déconcertait les ennemis de l'Empire. La machine la plus meurtrière de l'Antiquité, le légionnaire romain, parcourait des milliers de kilomètres les poches vides. Pourquoi l'Empire transformait-il ses camps militaires en coffres-forts géants dont les soldats n'avaient pas les clés? La réponse ne réside pas dans l'avidité des empereurs, mais dans une cruelle astuce psychologique qui empêchait les armées de se désintégrer, mieux que la peur de l'exécution. À la fin de ce récit, vous comprendrez comment la comptabilité antique a créé l'armée la plus disciplinée de l'histoire de l'humanité. Vous entendez le lourd tintement d'une bourse de cuir tombant sur une table de bois brut, et ce son fait battre votre cœur plus vite. Selon les écrits de l'historien Polybe, sous la République primitive, les soldats étaient payés quotidiennement. Mais au début de la période impériale, le système est passé à 3 versements importants par an. Cette solde annuelle fixe était appelée stipendium. Pour le paysan d'hier, habitué à ne voir que de la menue monnaie de cuivre, cette montagne d'argent sous ses yeux paraissait une richesse incroyable, capable de changer le destin de toute sa famille. Mais la joie durait exactement jusqu'au moment où le scribe trempait sa plume dans l'encre. Des découvertes archéologiques, telles le célèbre papyrus d'Égypte daté de l'an 81 de notre ère, révèlent l'arithmétique impitoyable du commandement romain. De la somme promise, la majeure partie disparaissait instantanément. Le légionnaire regardait avec horreur son argent retourner au trésor. Cela rappelle l'hypothèque moderne, où vous payez la banque avant même d'avoir pu entrer dans votre maison, à la seule différence qu'ici, l'enjeu était votre sang. Officiellement, Rome fournissait à ses défenseurs tout le nécessaire, mais en pratique, il s'agissait du premier système de déduction totale de l'histoire. L'historien romain Tacite mentionne dans ses Annales les plaintes des soldats qui étaient contraints de payer même pour leurs propres vêtements et armes. Cette déduction pour l'équipement et la nourriture était appelée victium. L'image est ici simple et cynique. Le légionnaire payait pour les bottes qu'il usait lors des marches à la gloire de l'empereur, pour le foin de la mule qui transportait la tente, et même pour l'orge dont on tirait le pain grossier. Au final, il ne lui restait qu'une misérable poignée de pièces, à peine un tiers de la richesse promise. Cependant, même ces restes représentaient une menace mortelle pour la discipline. Imaginez un camp où 8 hommes rudes et agressifs dorment dans une seule tente exiguë, et que l'un d'eux a de l'argent qui tinte sous son oreiller. Joseph décrivait des cas où des soldats avalaient des pièces pour les cacher à leurs camarades ou à leurs ennemis. Mais à l'intérieur de la Légion, le vol était comme un cancer. Un soldat avec un portefeuille plein est un soldat qui commence à penser non pas à l'entraînement militaire, mais à la désertion vers la ville la plus proche, où il y a de la chaleur, des femmes et du vin. Le commandement comprenait que l'argent liquide brûlait les mains. Le capital libre rendait le guerrier trop indépendant. Si un homme a les moyens de vivre sans l'armée, sa loyauté ne tient qu'à un fil. Il fallait créer un système dans lequel l'argent du soldat lui appartenait en apparence, mais se trouvait physiquement hors de sa portée. Cela nécessitait un endroit plus sûr que n'importe quel coffre, et plus sacré que n'importe quel temple. L'Empire a trouvé une solution géniale en plein centre du camp. Les regards des commandants se sont tournés vers ce que les soldats appréciaient plus que leur propre vie, les enseignes militaires. Si le légionnaire craint la colère des dieux plus que l'épée de l'ennemi, alors ce sont les dieux qui doivent devenir ses caissiers. Le piège financier, que nous appellerions aujourd'hui un compte d'épargne obligatoire, était prêt à se refermer, liant à jamais l'homme à sa légion. Au cœur du camp romain géométriquement parfait, s'élevait un bâtiment qui inspirait le froid et la crainte sacrée. On n'y entendait pas de plaisanteries grossières,
ni le tintement des coupes, seulement les pas lourds des sentinelles et le grincement des plumes sur le parchemin. C'était le lieu où la religion et les finances fusionnaient en un seul mécanisme de contrôle. Flavius Vegetius Renatus, dans son traité Epitoma Rei Militaris, indique clairement que les enseignes de la Légion étaient vénérées comme des divinités et que c'était sous leur protection que les économies des soldats étaient conservées. Cette banque sacrée au sein de la base militaire était appelée aerarium. Imaginez un coffre-fort moderne blindé installé juste à côté de l'autel d'une cathédrale, et vous comprendrez le niveau de pression psychologique sur le déposant. L'accès à ces fonds était réservé à un homme dont l'apparence inspirait le respect même aux plus désespérés des mercenaires. Par-dessus son casque, il portait une peau de lion ou d'ours, dont les pattes étaient nouées sur sa poitrine, encadrant son visage d'un rictus bestial. Ce guerrier, qui cumulait les fonctions de porte-enseigne et de chef comptable de l'unité, était appelé sinifère. Il était le symbole vivant de l'honneur de la centurie. Mais dans ses mains se trouvait non seulement l'étendard orné de la main ouverte ou de l'aigle, mais aussi la clé du coffre contenant l'argent de toute l'unité. Le sinifère tenait une comptabilité méticuleuse de chaque as, et il était plus difficile de le tromper que de déjouer le destin lui-même. Le système fonctionnait sur le principe de la retenue obligatoire, qui ne laissait pas le choix aux soldats. Selon les règlements militaires de l'époque, le légionnaire était tenu de déposer la moitié de toutes les primes et récompenses reçues en plus de sa solde habituelle. Cette partie obligatoire de l'épargne était appelée seposita. C'étaient les menottes d'or, qui entravaient la volonté de l'homme plus sûrement que des fers. Plus tu servais longtemps et mieux tu combattais, plus l'argent s'accumulait dans la fosse sous le sanctuaire, et plus il était terrible de le perdre. La désertion ne signifiait pas seulement la honte et le risque d'exécution, mais aussi un suicide financier instantané. Le fuyard partait dans la nuit démuni, laissant la fortune accumulée pendant des années dans une bourse de cuir au fond du puits de pierre du quartier général. Les fouilles archéologiques du camp de Lambèse en Afrique du Nord ont confirmé l'existence de caveaux de pierre enterrés sous le sol du sanctuaire des enseignes, où il était impossible de pénétrer sans être vu. Le capital d'une légion de 5000 hommes représentait une montagne d'argent colossale, et le commandement comprenait les risques d'une telle concentration de richesses. L'empereur Domitien, en l'an 89 de notre ère, a même imposé une limite au montant du dépôt afin d'empêcher le financement d'une mutinerie avec l'argent des soldats eux-mêmes. L'historien romain Suétone écrit que le souverain interdit de conserver dans le camp une somme dépassant 1000 deniers par personne, craignant qu'une légion riche ne puisse s'acheter un nouvel empereur. Mais même avec ces restrictions, les coffres des siniféries étaient remplis à ras-bord, transformant la légion en une lourde corporation financière prête à partir en campagne. Lorsque la trompette sonnait, cette immense masse d'hommes et d'argent se mettait en mouvement, et commençait l'étape suivante de l'épreuve, la marche, qui devait briser les faibles avant même la rencontre avec l'ennemi. Le fracas de milliers de sandales cloutées, les caligae, se fondait en un bourdonnement monotone qui semblait fendre la terre elle-même. Lorsque la légion partait en marche, elle se transformait en une bête géante, et en sueur, s'étirant sur des kilomètres de routes poussiéreuses. Joseph, dans la guerre des Juifs, décrit avec une admiration non dissimulée l'endurance de ces hommes, notant que leurs marches habituelles différaient peu du travail de combat. Chaque pas était obtenu au prix d'un effort incroyable, car le légionnaire portait sur ses épaules une charge de plus de 30 kilogrammes, comprenant des armes, des outils de terrassement et des rations pour 3 jours. Cet équipement de marche individuel, attaché à un piquet en forme de T, était appelé sartsina. Cela ressemblait à transporter une machine à laver sur son propre dos, sous un soleil de plomb, jour après jour, sans droit à un répit. Mais les regards les plus anxieux des soldats n'étaient pas fixés sur l'horizon,
mais sur le centre de la colonne, où mulets et chariots se déplaçaient lentement dans les nuages de poussière. Là, au milieu des tentes et des meules, voyageaient les coffres contenant les économies mêmes qui empêchaient l'armée de se désintégrer. Jules César, dans ses commentaires sur la guerre des Gaules, soulignait à plusieurs reprises que la perte du train était synonyme de défaite, souvent plus terrible que la mort des soldats. Ce lourd convoi, comprenant la caisse, les machines de siège et les provisions, était appelé impedimenta. Pour le légionnaire, ce n'était pas seulement de la logistique, mais sa caisse de retraite personnelle sur roue. Si les barbares s'emparaient des chariots, les années de service se transformeraient en poussière, et le rêve d'une vieillesse paisible disparaîtrait à jamais. C'est pourquoi l'ordre de marche était construit avec une cruauté mathématique, transformant la colonne en une forteresse imprenable en mouvement. L'historien Polybe analyse en détail la structure du déplacement, où les recrues marchaient mélangés aux vétérans et la cavalerie couvrait les flancs, créant un bouclier vivant autour du précieux centre. Cette formation de marche strictement réglementée, prête à se déployer instantanément en ligne de bataille, était appelée agmen. C'était comme un ressort enroulé de chair et de fer, prêt à se détendre et à frapper à tout moment pour protéger son cœur d'or. Cependant, même pendant la marche épuisante, la saignée financière ne s'arrêtait pas un instant. Derrière la Légion, comme une meute de mouettes affamées derrière un bateau de pêche, s'étirait une longue queue de marchands, de prostituées et d'artisans. Salluste mentionne dans ses ouvrages que ces gens étaient souvent la cause de l'indiscipline, mais que, sans eux, l'armée ne pouvait exister. Ces marchands et vivandiers civils, qui suivaient l'armée et vendaient aux soldats de tout, de la nourriture supplémentaire aux plaisirs interdits, étaient appelés lix. Le légionnaire, épuisé par la marche, se séparait facilement des quelques pièces qui lui restaient en poche, achetant un morceau de viande fraîche ou une gorgée de bon vin à des prix exorbitants, retournant ainsi son salaire dans le circuit économique de l'Empire avant même d'atteindre le champ de bataille. La tension augmentait à mesure que le paysage changeait, et que la confortable route romaine cédait la place à des forêts épaisses ou à des gorges étroites en territoire hostile. Les commandants le savaient. C'est ici, dans les défilés, que la Légion était la plus vulnérable. Et c'est ici que l'ennemi tenterait de couper la tête de la queue pour atteindre le riche butin. L'air devenait lourd d'attente, et chaque bruissement dans les buissons pouvait signifier le début de la fin. Soudain, la cadence rythmique de la colonne était brisée. Les unités de tête s'immobilisaient, et une vague d'anxiété parcourait les rangs. Devant, là où la route s'enfonçait dans l'ombre des arbres, quelque chose n'allait pas. Un hurlement sauvage et guttural déchira le silence, couvrant instantanément le chant des oiseaux. Et à la même seconde, un essaim de javelots, obscurcissant le soleil, jaillit de l'épaisse verdure. Ce qui se produisit ensuite, l'historien romain Tacite le décrit dans ses annales comme un chaos absolu, où se mêlaient les cris des mourants, le hennissement des chevaux effrayés et le craquement des boucliers brisés. C'était le moment de vérité, où la machine financière complexe de l'Empire se heurtait à la rage brute des barbares, qui ne reconnaissaient ni les crédits, ni les reconnaissances de dette. En une seconde, la colonne élancée se transforma en un corps agonisant, et chaque soldat réalisa l'horrible vérité. L'ennemi n'était pas venu seulement pour sa vie, il était venu pour son avenir, enfermé dans les coffres du convoi. Les commandants, couvrant le bruit de la bataille, donnaient le seul ordre capable de sauver la situation en cas d'encerclement. Les soldats, se regroupant dos à dos, formaient une formation circulaire, hérissée de lances dans toutes les directions. Cette formation tactique défensive, utilisée dans les moments de danger extrême pour une défense circulaire, était appelée orbis. Cela ressemblait à un hérisson recroquevillé en boule.
Sauf qu'au lieu d'aiguilles, il y avait de l'acier. Et à l'intérieur, dans le centre le plus protégé, les mulets et les chariots de la caisse tremblaient non pas de peur, mais de tension. Les yeux des légionnaires cherchaient frénétiquement dans la poussière et la fumée les silhouettes familières des enseignes. Jules César, dans ses commentaires sur la guerre des Gaules, soulignait que dans le feu de l'action, la vue des enseignes était la seule chose qui empêchait les soldats de fuir paniqués, servant de seul point de repère dans la brume sanglante. Mais maintenant, ce regard était rempli non seulement de patriotisme, mais aussi d'une terreur mercantile. Si l'enseigne tombait, la chambre forte de l'unité s'effondrait avec elle. Les barbares, comprenant parfaitement la valeur de l'or romain, se frayaient un chemin à travers les rangs des défenseurs avec l'acharnement de voleurs, voyant un coffre-fort ouvert devant eux. Dans ce carnage, un rôle particulier était dévolu à l'homme se tenant à l'arrière de la formation de la centurie. Pendant que le centurion se battait en première ligne, cet officier au long bâton frappait sans pitié quiconque tentait de reculer. L'assistant du commandant, chargé de maintenir la formation et d'achever les lâches, était appelé optio. Il était un verrou vivant sur la porte, empêchant le soldat de s'enfuir. Mais à cet instant, il ne gardait pas seulement l'honneur de la Légion, mais aussi les investissements de ses subordonnés. La fuite signifiait la confiscation automatique de toutes les économies, même s'il parvenait à survivre. Le son le plus terrifiant de tous les cris de guerre est le craquement du bois qui se brise, lorsque la hache du barbare atteint enfin le coffre tant convoité. Les découvertes archéologiques sur le site de la bataille de Teutobourg, y compris des oreilles d'or et des deniers d'argent éparpillés, témoignent du fait que, dans la phase finale du combat, l'argent s'est simplement déversé dans la boue, se mêlant au sang. Des décennies d'économie, le prix de centaines de cicatrices et de milliers de kilomètres parcourus, disparaissaient sous les bottes des ennemis en quelques instants. C'était comme un krach boursier, compressé en 1 minute de violence physique. Le légionnaire voyait sa ferme, sa retraite paisible et la dot de ses filles être emportée par les mains sales des maraudeurs. La panique qui s'emparait de l'armée lors de la perte du convoi était plus dévastatrice qu'une charge de cavalerie lourde. L'historien Velleius Paterculus, décrivant la déroute de Varus, note que de nombreux soldats, voyant la situation désespérée, préféraient se jeter sur leur propre épée plutôt que d'être capturés comme esclaves sans ressources. Le piège psychologique s'était refermé. Le système, créé pour maintenir les soldats fidèles à leur argent, les forçait désormais à mourir à côté de cet argent, car la vie sans lui perdait tout son sens. Lorsque la bataille s'apaisait et que les cris laissaient place aux gémissements des blessés, le champ de bataille était un cimetière d'espoir. Parmi les montagnes de cadavres et les débris d'armes, gisaient des bourses de cuir déchirées et des coffres vides, béants de noirceur comme les bouches ouvertes des morts. Les survivants, s'il y en avait, étaient à genoux, non pas en prière, mais dans la stupeur, réalisant l'ampleur de la catastrophe. À ce moment, un silence s'installait, plus lourd et oppressant que le fracas du combat. Le silence de la faillite. La fumée se dissipait, révélant le tableau terrifiant des comptes qu'il restait aux survivants à faire pour comprendre le véritable prix des ambitions impériales. Pour les rares, dont les eaux n'avaient pas blanchi dans les forêts germaniques où les déserts partent, arrivait un jour qui semblait plus irréel qu'une rencontre avec les dieux. Après 20 ou 25 ans de service, le vétéran survivant se tenait devant le légat non pas comme un esclave de la discipline, mais comme un créancier, venu réclamer à l'Empire la dette la plus sanglante de l'histoire. Dans ses Res Geste Divi Augusti, le premier empereur se vantait personnellement d'avoir versé des centaines de millions de sesterces aux soldats démobilisés, et ce n'était pas de la générosité, mais un calcul froid, destiné à acheter la tranquillité de l'État. Ce paiement final,
qui comprenait les économies accumulées et une énorme prime de départ de 3000 deniers, était appelé premia militiae. C'était le moment où la sueur, le sang et les années d'humiliation se transformaient comme par magie en une lourde bourse d'or, capable de faire d'un ancien miséreux un propriétaire terrien aisé. Mais Rome, en génial manipulateur, remboursait souvent ses dettes non pas avec de la monnaie sonnante et trébuchante, mais avec des terres qu'il fallait encore conserver. Les autorités comprenaient que des milliers d'hommes armés et argentés au centre de l'Italie étaient une recette de guerre civile. C'est pourquoi les vétérans étaient envoyés aux frontières les plus dangereuses, créant une ceinture de sécurité composée de personnes loyales. Tacite, dans les Annales, décrit comment des villes entières, comme Timgad en Afrique du Nord ou Camulodunum en Bretagne, surgissaient de rien, sur ordre de l'empereur. L'établissement de vétérans, jouissant des droits de citoyenneté romaine et servant d'avant-poste de la civilisation au milieu d'une mer barbare, était appelé colonia. Cela ressemblait à une déportation forcée de retraités vers la frontière, où, après avoir construit des maisons selon le plan strict du camp militaire, ils continuaient à servir de bouclier humain pour l'Empire, protégeant leurs nouvelles parcelles avec la même ferveur qu'ils protégeaient auparavant les aigles de la Légion. Cependant, cette gigantesque pyramide financière exigeait un afflux constant de fonds, et lorsque les conquêtes cessèrent, le système commença à se dévorer lui-même. Pour garantir les paiements et prévenir les mutineries, Auguste fit un pas sans précédent en l'an 6 de notre ère, séparant l'argent de l'armée du trésor public. Il créa un fonds spécial, alimenté par de nouveaux impôts sur les successions et les ventes, qui, selon Suétone, suscitaient la haine de l'aristocratie, mais étaient vitales pour la survie du régime. Cette caisse militaire spécialisée, destinée exclusivement au paiement des vétérans et des soldats en service, était appelée aerarium militar. Imaginez une caisse de retraite moderne armée jusqu'aux dents et prête, en cas de retard de paiement, à prendre d'assaut la capitale de son propre pays. C'est le monstre qu'est devenue cette institution. Lorsque l'argent venait à manquer dans le trésor, le masque de la civilisation tombait instantanément, révélant le rictus bestial de l'armée mercenaire. L'histoire a conservé les détails macabres de la mutinerie des légions de Pannonie en l'an 14 de notre ère, lorsque, après la mort d'Auguste, les soldats, réalisant la précarité de leurs dépôts, se mirent à assassiner les centurions et à exiger des paiements immédiats. Cassius Dion décrit comment les guerriers agrippaient les mains des généraux, les forçant à toucher leurs bouches édentées et les cicatrices sur leurs vieux corps, criant que leurs économies étaient une fiction. Dans de tels moments, les empereurs étaient contraints de recourir à des pots de vin directs humiliants, distribuant de l'argent liquide juste devant la formation, juste pour que les épées restent au fourreau. Ce cadeau d'argent d'urgence, versé à la garde et aux légions lors de l'accession d'un nouvel empereur au trône ou pour étouffer une mutinerie, était appelé donativum. C'était comme un otage donnant son portefeuille à un voleur, sauf qu'ici l'otage était César lui-même, et le voleur était sa propre garde. Les conséquences à long terme de ce système bancaire se révélèrent fatales pour le destin du monde antique. Les légions, réalisant qu'elles contrôlaient les flux financiers et le destin du trône, passèrent de servantes de l'État à ses geôlières. Progressivement, la loyauté envers Rome fut remplacée par la loyauté envers celui qui paierait le plus, et la banque commença elle-même à nommer ses gérants. L'Empire, qui avait bâti sa grandeur sur la discipline et l'asservissement économique du soldat, devint finalement victime de sa propre cupidité, lorsque la machine militaire qu'il avait créée décida qu'il était plus simple de prendre tout l'or d'un coup que d'attendre une maigre solde. Le rideau de ce drame ne s'abaissait pas sous les fanfares triomphales, mais sous le tintement des pièces comptées sur le manteau de pourpre ensanglanté d'un empereur assassiné, et ce son devint la marche funèbre de la plus grande civilisation de l'Antiquité. 2 millénaires plus tard, les sables secs d'Égypte et les marais de Bretagne
nous ont rendu non pas de simples épées rouillées, mais quelque chose de bien plus précieux. Des livres de contes qui détruisent le mythe romantique du service désintéressé à Rome. Le papyrus trouvé par les archéologues en Égypte, connu dans le monde scientifique sous le nom de Papyrus latin de Genève numéro 1, est un relevé détaillé des comptes des soldats, où la dure réalité est inscrite noir sur blanc. Sur les 248 drachmes alloués aux légionnaires, ils ne recevaient aucune pièce en main, car la totalité de la somme était utilisée pour rembourser les dettes de nourriture, de vêtements et les cotisations obligatoires à la banque de la Légion. Ce document est la preuve la plus ancienne de l'existence d'un système de solde nul, où l'employé reste redevable à son employeur, rendant le licenciement impossible pour des raisons économiques. L'accord final dans la carrière du survivant, s'il parvenait à déjouer la mort et l'inflation, n'était pas seulement un sac d'argent, mais un document juridique confirmant son statut. Des archéologues trouvent ces petites tablettes de bronze, liées par un fil de fer, sur tout le territoire de l'Ancien Empire, de la Syrie à l'Écosse. Ce certificat officiel, qui accordait aux vétérans et à ses enfants la citoyenneté romaine, le droit au mariage et l'exemption d'impôts, était appelé Diplomata Militaria. Imaginez un passeport gravé sur métal, qui pèse plus que votre conscience, et que vous ne recevez qu'après avoir tué des gens pendant 25 ans sur ordre de l'État. Sans cette plaque de bronze, tout l'argent accumulé dans la banque du camp était inutile, car sans citoyenneté, l'homme restait un étranger sans droit, qui pouvait être volé dans la première ruelle venue. C'est précisément ce mécanisme qui a transformé l'armée romaine en une machine d'assimilation sans équivalent dans l'histoire. Le barbare qui rejoignait les troupes auxiliaires en ressortait un quart de siècle plus tard en tant que Romain, non pas parce qu'il aimait le latin, mais parce que ses intérêts financiers étaient désormais indissociablement liés à ceux de l'Empire. Les historiens modernes, tels qu'Adrian Goldsworthy, affirment que c'est l'attachement économique, plutôt qu'idéologique, qui a rendu les légions romaines si résistantes aux chocs extérieurs. Les soldats ne protégeaient pas un empereur abstrait dans la lointaine Rome, mais leur propre dépôt personnel, enterré sous les enseignes. Ce principe, connu en psychologie et en économie moderne sous le nom de biais cognitif, qui pousse une personne à continuer d'investir dans une entreprise difficile ou non rentable simplement parce qu'elle y a déjà consacré trop de ressources, est appelé effet des coûts irrécupérables. Les Romains ont intuitivement trouvé ce point sensible de la psyché humaine et l'ont exploité avec toute la puissance impériale, forçant les soldats à marcher plus loin, alors que le bon sens criait qu'il fallait fuir. Maintenant, en regardant le chemin parcouru, du premier tintement des pièces sur la table du recruteur au diplôme de bronze dans les mains tremblantes du vieil homme, nous revenons à la question par laquelle nous avons commencé. Pourquoi l'Empire transformait-il la Légion en banque et ne versait-il pas la solde? La réponse est effrayante de simplicité et de cynisme. Parce qu'un homme libre avec de l'argent dans sa poche choisit la vie, tandis qu'un débiteur dont l'avenir est enfermé dans un coffre sous la garde des dieux choisit le service. Ce système ne faisait pas que dissuader la désertion, il reforgeait l'âme même de l'homme, remplaçant ses rêves personnels par les objectifs corporatifs de l'État. Nous voyons ici un reflet effrayant de la modernité, où les crédits, les hypothèques et l'épargne-retraite remplissent la même fonction que les coffres des ciniféries. Ils nous maintiennent dans les rangs, nous forçant à nous lever chaque matin pour aller à notre guerre personnelle. L'histoire de la banque militaire romaine est une leçon selon laquelle la chaîne la plus solide n'est pas forgée en fer, mais en or et en espoir. Le légionnaire, marchant à travers la tempête avec 30 kilogrammes de charge sur le dos, n'était pas seulement un guerrier, il était un investisseur qui risquait chaque jour son principal actif, sa vie, pour des dividendes qu'il ne recevrait peut-être jamais. En regardant leur destin à travers le prisme des siècles, nous ne voyons pas des statues de marbre, mais des êtres humains piégés dans une nasse financière dont il n'y avait qu'une seule issue, la victoire ou la mort. Et maintenant, après avoir entendu cette histoire, vous pourriez vous demander
Aurais-je pu parcourir ce chemin, sachant que ma récompense ne se trouve pas dans ma poche, mais sous la patte d'un lion de pierre au centre d'une terre ennemie? Après tout ce qui a été dit, une question se pose. Que nous reste-t-il, à nous, les gens modernes, de la volonté de faire des légionnaires romains? Ou avons-nous simplement échangé les lourdes armures contre les menottes invisibles des dettes? Et à la fin de cette histoire, chacun de nous peut se demander: de quoi un homme ordinaire est-il capable lorsque non seulement son salaire, mais la possibilité même de rester humain dans un système inhumain dépend de sa patience? Rome est tombée, ses coffres ont été pillés, mais le principe de gestion des hommes, par leur peur de perdre ce qu'ils ont accumulé, est resté éternel, nous rappelant que le véritable pouvoir est le contrôle non pas du corps, mais de l'avenir.